La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'à l'heure où il y a un Star Wars qui va sortir, un Terminator, un Mad Max, plein de films comme ça, je trouve que c'est important de voir un film sur la vraie vie et sur des vrais gens. Est-ce que c'était important pour vous, pour un premier film, de raconter ça? La vraie vie et les vrais gens. Oui, déjà, merci d'être là. Enfin, je vais faire juste une aparté, Aucun souci. parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est au-delà de Star Wars et de tous les films qui passent. On ne fait que du cinéma. Et déjà, merci de vous être déplacé. On va essayer que ça se passe bien entre nous, parce que moi, je suis assez retourné aussi par ces événements. Et faire un film où, je sais pas, pour moi, on a mis 5 ans à monter ce film-là. J'avais envie de faire un film sur l'entraide, sur la solidarité, sur des gens qui prennent leur destin en main, sur un combat qui pense juste, voilà, qui se battent pour quelque chose qui pense juste, et qui s'unissent. Voilà. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je peux pas faire la comparaison avec Star Wars, mais voilà, c'était en tout cas l'idée de faire un film sur une réalité vraie, pas une réalité fictionnelle. Moi, perso, j'étais plus spectateur comme vous que cinéaste, hein, parce que c'est mon premier film, et donc j'ai plus vu de films en salle que je n'en ai fait. Et du coup, personnellement, j'aime pas quand on me raconte une histoire avec une série d'improbabilités qui me font adhérer plus ou moins à un personnage auquel je ne crois pas. Et là, j'avais envie de personnage personne, c'est-à-dire j'avais envie de héros ordinaires à qui il arrive quelque chose, en tout cas qui choisit de faire une histoire qui leur semble extraordinaire, qui devient du coup fictionnelle. Mais moi, c'est la réalité qui est autour de moi qui m'intéresse. C'est pas la fiction presque plus. Est-ce que quelqu'un a une première question? N'hésitez pas. Sinon, je continue. Allez, il faut qu'on soit tous ensemble. Ah oui. Il faut nous encourager. Bonsoir. Alors, mais sinon, tiens. Parce qu'on a un micro, on va se partager. Ah bah oui, c'est encore mieux. Ouais, je pensais au film. Enfin, moi, ce qui me frappe dans ce genre de film, c'est l'approche film choral, un petit peu à la Yves Robert dans les années 60. Et je suis frappé de voir que dans les années 60, on se marrait beaucoup et que là, on se marre beaucoup moins. Donc, est-ce que la crise, comment dire, conditionne le message qu'on passe aujourd'hui, et puis à quel point, et puis est-ce qu'il y a de l'espoir, et puis qu'est-ce qui arrive à ces gens après les génériques de fin, quoi. Alors, merci pour cette remarque. Alors, là, il n'y a pas qu'une question, hein, il y en a beaucoup. Je vais essayer d'y répondre. Moi, je crois... Alors, je ne sais pas quelle est la première, parce qu'il y en a beaucoup. Non, mais en gros, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ces personnages ont digéré la crise depuis bien longtemps et en tout cas ne se battent pas ne baissent pas le regard. C'est-à-dire que cette société, cette crise, elle pousse à l'individualisme, à la solitude, à l'isolement, et eux vont se souder et vont terminer le film la tête haute, parce qu'il y a une seule chose qu'on leur enlèvera pas, c'est la dignité. C'est-à-dire, oui, le fait d'être à la fin enfermé, peut-être prisonnier, peut-être, mais en tout cas libre dans leur tête, et ils sont battus encore une fois pour quelque chose qu'ils pensent juste. Donc ça, c'est important. C'était important pour moi. Et puis surtout, ça les dépasse. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que évidemment, leur combat, un peu comme dans les films anglo-saxons et d'autres, en tout cas, sont perpétués par quelque chose de plus grand. Le message est plus fort, et en tout cas, il est transmis à d'autres personnes qui sont là, incarnées par Madame Taramin et Yacine, qui est tout le temps solidaire, entre autres, mais à nous, aux spectateurs. Voilà. Ça me fait, égoïstement, ça me fait assez plaisir. J'avoue qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que ça veut dire qu'on les a un peu aimés, ces personnages. Et moi aussi, j'ai envie de les retrouver. Malheureusement, la société condamne ce combat aujourd'hui. Aujourd'hui, prendre dans les bêtes, c'est du vol. Donc, ça, c'était important pour moi qu'ils soient condamnés. Mais important que leur combat soit plus grand que ce qu'ils sont eux, que leurs petites personnes. Parce que de toute façon, souvent on dit oui, c'est des Robin des Bois, moi je crois pas. Robin des Bois, ils en prend aux riches pour donner aux pauvres.
C'est pas ça. Eux, ils sont dans la survie. Donc, ils sont déjà à la base dans la survie. Donc, ils se battent pas pour avoir plus, pour gagner plus ou pour donner aux autres. Ils se battent pour survivre, pour gagner, pour conserver ce qu'ils ont déjà. En fait, leur job et leur entité, leur identité, qu'ils n'ont plus dans ce discount. Et ils se battent, voilà, pour quelque chose. Après, ils deviennent altruistes. Ils ont compris que leur combat libérait la voix, la parole à des personnes qui n'ont plus, à qui on ne la donne plus, quoi. Voilà. Ça, j'ai répondu à une question, je me rappelle plus les autres. Globalement, c'est ça. Moi, je crois, ce qui était intéressant, c'était de confronter la crise, en tout cas, avec des gens qui réagissent, avec des personnages qui réagissent, qui décident de relever la tête avec humour, parce qu'ils la vivent. Voilà, Anne-Marie Costa, qui est cette femme qui a été licenciée pour faute grave lorsqu'elle a pris, et pas volé, ses tickets promotion dans un hypermarché. Elle a été, quand je suis allé la rencontrer, elle pensait, moi je pensais qu'elle allait être abattue, que ça allait être une femme triste en fait, parce qu'elle a un enfant à charge, parce qu'elle est veuve, parce qu'elle a 100 000 raisons de ne pas aller bien. Et nous, depuis hier, on en a 110 000, 100 milliards, 66 millions en tout cas, de raisons de ne pas aller bien, de se dire qu'on fait que ça en fait. Et ben elle, quand je l'ai rencontrée, elle m'a pas expliqué son histoire, qui était dure parce qu'elle s'est fait séquestrer ce que vous voyez dans le film, c'est arrivé dans la vie. Elle s'est fait séquestrer dans un box, elle s'est enfuie. Bon, elle m'a pas parlé de ça, elle m'a montré les lettres de soutien qu'elle a eues. Des gens qui lui ont envoyé des tickets resto, des gens qui lui ont envoyé de l'argent, des chèques, des gens qui l'ont invité en vacances, qui lui ont dit venez, et même des gens qui lui ont envoyé des tickets promotion. Et elle arrivait à en rire de tout ça. Donc là, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, ça va être une comédie sociale. J'avais envie, en tout cas, j'ai trouvé la tonalité du film. Voilà. Donc, oui, moi j'ai envie de dire à mes gamins, à mes nièces, qu'il y a de l'espoir. J'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, j'ai pas envie de m'isoler. Moi, j'ai envie de nous rassembler, modestement, sans démagogie, hein, encore moins depuis ces 2 jours-là. Mais oui, j'ai envie que ça rassemble. J'ai envie que comme eux, on se dise que ça, c'est une injustice, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Ces produits doivent profiter aux bonnes personnes. Leur combat, il est juste. Donc, voilà. C'est à vous, hein. C'est à vous. Bonjour, bonsoir. Si tout le monde m'entend, ça devrait aller, je pense. Ma question, c'était pour la... Merci. Bonsoir, merci. Bonsoir. Ma question, c'était pour la préparation du film. Voilà, vous dites que vous aviez rencontré d'une part une personne pour préparer l'un des personnages, en tout cas centraux du film. Au niveau de l'organisation du magasin des Art Discount, je suppose que vous avez fait des recherches, vous avez peut-être rencontré des managers, des travailleurs de ces Art Discount. Sur quelle durée? Enfin, je ne vais pas vous demander les marques parce que c'est pas vraiment le lieu, mais voilà, comment... Un travail d'investigation, où vous vous êtes basé, dans quelle région, sur quelle, en France, ou voire même dans d'autres pays, je ne sais pas. Voilà. Alors, le Art Discount vient d'Allemagne, mais en fait, j'ai vu, lu, et comme vous, moi je suis très porté sur Internet, et le travail d'investigation, il s'est porté essentiellement sur les blogs. J'ai attendu plusieurs heures, 2 ou 3 caissières de chez Lidl. Ils ne sont jamais venus parce qu'elles ont eu peur, parce qu'elles ont peur de perdre leur job, parce qu'elles ont peur des représailles, parce qu'elles ont peur de plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui anime beaucoup. Quand vous allez sur Google, vous tapez Art Discount et vous verrez tout de suite, il y a le salaire de la peur. Au départ, le film, presque, je voulais l'appeler comme ça, c'était déjà pris pour les cinéphiles. Et ça aurait pu s'appeler comme ça. Le travail d'investigation s'est fait du coup sur les blogs. Beaucoup et essentiellement. Et la brosse à dents, les chronomètres, les témoignages de vigiles, voilà. Et puis il y a eu une petite histoire aussi, j'ai rencontré, mais par des amis, une personne qui travaille dans un cabinet de recrutement et qui, elle, travaille pour une chaîne de Art Discount. Parce qu'évidemment, maintenant, pour ne pas être responsable des harcèlements moraux,
qui subissent, en fait, ils font appel à des cabines de recrutement. Et moi, j'étais ami avec une dame, donc une nana qui a 35 balais, qui est donc responsable de trouver des employés libre-service, donc des travailleurs multitâches. Et en fait, elle a subi elle-même la pression de ce hard discount, de cette marque. Et je l'ai vu se discounter. Je l'ai vu en 6 mois partir en dépression parce que son boss, parce que la confiance était rompue, parce que la marque a dit qu'elle n'était pas capable de trouver des gens, parce qu'elle qui avait une relation très très claire et très, très confiante avec son boss, c'est parti en vrille très vite. Donc il y avait ces témoignages. Du coup, pour se venger, elle m'a donné plein d'infos qui sont dans le film. Voilà, moi l'idée c'était pas d'être moralisateur, l'idée c'est pas de dire regardez ça se passe là et pas ailleurs. Aujourd'hui, cette société pressurisée, elle existe un peu partout dans toutes les entreprises. Des patrons qui fliquent, il y en a partout. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu un travail oui, d'authenticité. En fait, Lisa pourra en parler, mais on a aussi, pendant ce travail de préparation, recherché, trouvé, rencontré des témoins qui avaient la même lutte que nous, la même bataille que nous. C'est-à-dire des gens qui se centrent sur des rébellions positives, qui essaient de chercher l'issue plutôt que de s'acharner sur quelque chose qui ne va pas. Et on a Xavier Corval d'Ecosphère, on a rencontré Check Food, Optimium, on pourra en reparler après, mais en tout cas des gens qui sont sensibilisés sur le gaspillage alimentaire, sur comment lutter, nous citoyens, nous tous, comment y arriver peut-être. Voilà. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de faire un film humain. Donc après, c'est aussi ce travail d'investigation, il s'est aussi passé dans le casting, parce que trouver des personnes qui rejoignent non seulement qui sont acteurs, mais qui déstarifient les choses, qui ne pensent plus à leur personnage qu'à leur image, et tout ce propos auquel ils croient et qu'ils vendent aujourd'hui dans les médias avec le film, c'était important d'avoir des personnages qui sont dans le même propos, tu vois. Donc ce travail d'investigation aussi, c'était plus que des acteurs qui comprennent clairement, tu vois, qui pensent vraiment au film plutôt qu'à leur rôle, tu vois, aussi. Et donc ça s'est passé par là aussi, tout ce travail d'investigation, quoi. Voilà. Mais après, vraiment, c'était essentiellement des blogs, hein. Franchement, ça c'était 80%. Et puis voilà. Juste pour finir la planche, je passerai le micro dessus, mais Bien sûr. les caissières qui n'osaient pas, a priori, témoigner, même sous couvert d'anonymat, il y avait un refus à ce niveau-là. Ouais. Mais sous couvert d'anonymat, tu sais pas trop, hein, parce qu'en fait, 10, 20, 100 fois, la marque... donc pour eux, c'est un traumatisme. Hein. Enfin, je veux dire, je souhaite à personne de subir le harcèlement moral, la souffrance au travail, c'est quelque chose qui est très dur. Donc, et puis il y a beaucoup de conséquences, il y a des pressions psychologiques aussi. Mais encore une fois, je ne parle pas forcément que du discount. Hein. Donc c'est quelque chose qui fait peur, quoi. Qui leur fait peur. Voilà. Et ça s'appelle vraiment, je vous invite à regarder Le salaire de la peur. Je vais prendre le micro 2 minutes pour ça, monsieur. Merci pour ce film. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce que il y a plusieurs aspects. Je ne voudrais pas vous parler en tant que cinéphile parce que de ce côté-là, je n'ai pas du tout envie de critiquer ce film parce qu'on sent, en tant que cinéma, parce qu'on sent tout ce que vous dites, on le sent. On sent la grande sincérité, on sent tout ce que vous voulez faire, on sent... C'est un film déchirant. Hein. Moi, je pense que c'est pas la bonne façon de combattre. Hein. Mais c'est un film militant, ça se sent. Et ce que j'ai peur, c'est que ce film ne trouve pas son public, je vous le dis franchement. Et il y a juste une question que je vais vous poser pour que vous puissiez vous en défendre. J'ai vu que ce film était présenté au départ et produit par Marc Ladré de la Charrière, qui est une grande fortune française. J'ai peur qu'on ne comprenne pas cette association d'un film pareil avec Marc Ladré de la Charrière. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, ou je laisserai passer... Quelqu'un me donne la réponse.
c'est pas... Déjà, merci. Moi, je vais rebondir juste après, je laisserai répondre Lisa. Je vais juste vous répondre sur trouver son public ou ne pas trouver son public. Si vous avez la réponse, donnez-la moi, monsieur, ou donnez-la à tous les cinéastes qui font des films, parce que si vous avez la clé de savoir comment et pourquoi un film trouve son public ou pas, dites-le moi. Dites-le moi aujourd'hui pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 12 millions de spectateurs cinéphiles, on ne sait pas. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Pourquoi, bienvenue. Mais alors, si vous l'avez, donnez-la moi. Je serais capable de vous donner des clés pour ça. Ça, je suis absolument... Ah, vous avez les clés? Ah bah vous produisez mon prochain film alors, monsieur. Mais non, parce que les metteurs en scène, enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, ce sont des gens très personnels, des gens qui ont des choses à dire. Et quand un metteur en scène a envie de faire des choses, vous avez beau lui dire, attention, il ne faut pas faire ça, parce que ça va déplaire, et vous allez perdre beaucoup de monde. Vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas le faire. On a vu récemment un film extraordinairement beau, mais dont la fin était terriblement pessimiste. Ce film, il aurait dû faire des millions d'entrées, il n'en a fait que 500 000, parce que la fin a totalement déplu aux gens. Et le metteur en scène qui l'a fait, c'est un metteur belge, Luc Delvaux. Il le savait sûrement, il l'a fait quand même. Il a d'autant plus de mérite, vous voyez. Et maintenant, les films qui marchent, malheureusement, je crois que c'est des films qui sont fabriqués pour marcher. C'est pour ça que vous avez du mérite et que je vous admire et que je vous félicite. Mais ça me fait peur, c'est tout. Parce que c'est pas ce cinéma financier que j'aime. Mais voilà. Moi je vous rejoins, alors là où je vous rejoins, merci déjà pour ces compliments. Moi je vais rejoindre, c'est mon premier film, donc moi j'ai envie d'y croire sur la suite. Moi j'ai fait ce film, oui, comme vous le dites, enfin en tout cas j'ai essayé, je sais pas si je suis arrivé, mais de faire le film avec la plus grande authenticité que j'ai. Et là, évidemment, mais Lisa elle peut en parler, on est parti sur le film sans distributeur, voilà. On ne savait pas si le film allait sortir en salle. On a fait une campagne de crowdfunding parce qu'on était en dépassement de budget. On a fait des choses... La lutte a été longue, hein, parce qu'on a passé 5 ans à essayer de monter. Mais oui, je vais passer le micro à Lisa pour qu'elle en parle. Mais c'est pas facile, tout ça, ce travail-là. Moi, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, puisque je suis là devant vous, puisque vous êtes là alors que... Enfin, voilà... Il se passe aussi des choses dehors très importantes et c'est pour ça que je vous remercie encore une fois d'être là ce soir. Il y a le combat est long. Moi, on s'est toujours dit, on lâche rien comme dans le film et on va y arriver peut-être. En tout cas, on ne s'est pas dit, est-ce que le film va trouver un public? Vous savez, moi honnêtement, je vous fais une confidence. Le film, on avait une sélection à Angoulême. Ok, c'était le premier film. J'ai fini le 26 juin. Le 26 août, c'est-à-dire 2 mois après, il était en sélection à Angoulême, en compétition. On était outsider. Personne ne nous a calculé quand on est arrivé. Mais quand je veux dire personne, c'est-à-dire qu'on était là à 20h, il y avait, pas le dire, mais je ne dis pas qu'il y avait le film de Tony Marshall à côté, et il y avait tout le monde était là, les 5-6 salles, on était comme des cons, mais je vous jure, on était là en train de se regarder, en train de dire, bon, on va où? Il est où notre film? Il est projeté où en fait? Ah, c'est là, on marche, il n'y avait personne dans les rues. Personne. Il y a 2 mecs qu'on a vus. Vous allez voir Discount? Ah, vous allez voir vraiment Discount? Vous avez payé pour voir Discount, vraiment? Oui, oui. Et on part avec eux, on se dit, bon, ben, on sera 5-6, il y avait les comédiens, l'attaché de presse, et il n'y avait personne dans les rues. On s'est dit, tout le monde est allé voir le film de Tony Marshall. On rentre dans la salle de cinéma, qui était plutôt un amphithéâtre. On ouvre la salle, c'était blindé. Bondé. Et c'est la première fois que je montrais mon film au public. Notre film, c'est pas le mien, c'est le vôtre, c'est le film de tout le monde aujourd'hui. Et c'était non seulement blindé, mais en plus on se prend le prix du public. C'est-à-dire que on a pris le prix de l'année dernière de Guillaume et les garçons à table, et on bénéficie de la notoriété d'Intouchable et des films qui sont sortis de là-bas, de ce festival, grâce à Dominique Besner qui nous a sélectionnés. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à rencontrer son public. Et pourtant, quand vous dites rencontrer son public ou pas, on l'a eu, le prix du public. Alors, c'était bizarre, parce que c'est quand même un festival où il y a 26 000 personnes en 4 jours, et que les gens criaient dans la rue « Solidaire !» Et je vous le jure, ça. Et bien, pour moi, c'était déjà gagné. Voilà. C'est de toute façon, si on calcule la sortie, pour vous parler, pour être honnête, c'est une comédie sociale. Donc, les embûches qu'on a eues, et je vais donner le micro à Lisa pour qu'elle en parle mieux que moi,
on nous a dit mais c'est un drame ou c'est une comédie, je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement en France, quand on reçoit quelque chose comme ça qui rit de la précarité, on se dit mais non mais c'est dramatique, il y a des pauvres. Il y a des pauvres ou pas? Est-ce qu'ils rigolent? Alors donc c'est qu'une comédie, c'est une comédie, on met dans comédie. Alors on regarde les budgets, on fait ah ben c'est comédie. Non, c'est pas que une comédie. Ah mais c'est un drame. Non plus. Enfin, on a essayé de donner cette tonalité un peu différente. Voilà. Donc je vous donne mon numéro pour vous lisiez mon prochain film. Non. Je vais passer. Non, mais alors pour parler du financement, et en l'occurrence de Marc Ladret de la Charrière, oui, juste pour faire un petit état des lieux de comment on a vécu les choses. Moi j'avais 25 ans quand Julien est venu me voir avec Discount. Ça faisait pas longtemps que je faisais de la production, télé, rien à voir. Et puis on avait travaillé ensemble sur une fiction. Et il vient me voir à la fin du film en me disant voilà, je voudrais te montrer mes courts-métrages. Et puis j'ai un scénario, et puis donc je lis. Bon, ça ressemblait pas beaucoup à ça, mais il y avait déjà quelque chose, il y avait le titre. Et il m'a dit j'aimerais bien que tu le produises. Et là je me suis dit mais ce mec est dingue, bon, jamais je pourrais le faire. Mais on a commencé à travailler ensemble sur le scénario, puis sans s'en rendre compte, on commençait déjà à avancer ensemble sur le film. Bref, je vais raconter ces années, parce qu'évidemment ça a duré des années. Arrive le moment où on se dit bon on se lance vraiment et puis on y va. Et là, j'ai donc à l'époque 27 ans, parce que j'ai fêté mes 30 ans il n'y a pas longtemps, et je démarre les rendez-vous toute seule, à essayer de taper aux portes de tout le monde. Il y avait déjà une société qui existait, mais qui n'avait pas fait de long métrage. Et surtout, je me disais, bon, moi j'ai quelque chose, j'ai un scénario, j'y vais. Donc je me suis retrouvée, j'ai fait le premier tour de table de tout le monde, où tout le monde m'a dit non, non, non et non. Puis on a retravaillé le scénario, blablabla. Et je suis arrivée au moment où on a commencé à me dire oui. Mais le oui, c'est ce qu'il disait. Sur scénario Discount, je veux bien entendre que ce n'est peut-être pas évident. Pour un premier film, de producteur, de réalisateur, de tout ça. Première production. Des comédiens qui ne sont pas très bankable. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée, face à des chaînes ou à des distributeurs, ou à ce que vous voulez, qui me disent on ne comprend pas la case dans laquelle il faut le mettre. Et il y a quelques chaînes, pour elles, ça, c'est de la deuxième partie de soirée, film d'auteur, sur scénario. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les budgets, deuxième partie de soirée, film d'auteur, premier film. Donc ça diminue l'enveloppe. Ça, pour à peu près tout le monde. Et il arrive un moment où on est au mois de juin, la convention collective passe. Moi, je sais que j'ai Canal, France 3, Ciné+, j'ai de quoi faire un film, mais tout d'un coup, j'ai plus de quoi faire un film. Parce que j'ai 2,3 millions, il faut refaire un Discount en entier. Julien, son obsession, et c'est ce qu'on voit, c'était la figuration. C'était pas possible de faire semblant d'eux. Mais le truc, il fallait même pas lui en parler. Donc, il arrive un moment où on se dit, c'est quoi les solutions alternatives? La convention API, pour pas la convention API. Je pense que, je sais pas si vous savez, mais la convention, en fait, si vous voulez, en 2013, jusqu'en juin 2013, il n'y avait pas de convention collective applicable au cinéma qui avait été réellement ratifiée. Donc finalement, en fonction des films, on réajustait, chaque producteur demandait à ses techniciens de faire des efforts plus ou moins, il n'y avait pas vraiment de règles. Et puis ça fait quelques temps que vraiment les rapports ont commencé à se durcir, et en juin 2013, il y a une convention collective qui a été signée, qui s'appelle la convention API, parce qu'en fait elle a été ratifiée à l'origine par les groupes UGC, Gaumont, Pathé, donc les gros. Donc du coup, on est arrivé à un niveau de salaire très important qui a fait que les coûts des films se sont enflammés, et surtout, on n'avait pas d'autre solution que de payer les gens à ce tarif-là. Ok, ça arrive, on n'était pas prévenus, on s'était dit on va le faire à temps, pour tout le monde, machin, et puis là il y a ça, et là tout d'un coup c'est 200 000 € tout de suite, et il n'y a pas d'autre solution. Parce que nous, il n'y avait pas de coiffeur sur le film, il y avait une coiffeuse, une maquilleuse qui faisait tout. On avait beau réduire tous les postes, voilà. Et puis il se trouve un moment, où moi j'ai fait le tour de tout, des Sofica, tout le monde m'a dit non. Un moment où il y a des gens qui œuvrent pour la culture et qui disent moi j'ai envie d'accompagner, moi ça m'intéresse. Moi, Marc Ladret de la Charrière, c'est quand même un risque, il est au conseil d'administration de plein d'enseignes de la grande distribution, et pourtant il y va. Il y a un moment où je me dis c'est génial, allons-y. Il y a même une enseigne de grande distribution qui a voulu s'associer au film, et là moi j'ai dit non, j'ai besoin de 100 000 €.
mais je les prendrai pas là parce qu'il y a un moment où nous on a besoin d'être libre, donc je veux pas qu'on rentre là-dedans. Et en fait, pour finir l'histoire de cette histoire de convention collective, on pouvait toujours pas faire le film, on a démarré la préparation, on savait pas comment on allait y arriver, et il y a un avenant qui est arrivé au mois d'octobre. Donc nous, on venait de commencer la préparation, où en fait, il a existé une possibilité d'avoir une dérogation pour les films à petit budget, et on est le premier film qui a bénéficié de cette dérogation, et qui fait que tous les techniciens du film sont en participation, au premier euro... Comme une scope. Ouais, c'est ça. Comme au premier euro producteur qui arrive, il est divisé à 50% avec les techniciens. Donc voilà, pour finir sur Marc, certainement, Marc maintenant, que je connais, ça n'aurait pas été possible sans lui, ni sans un autre investisseur privé qui a mis 200 000 € sur le film, ce qu'aurait dû mettre une Sofica, que j'ai fini par réussir à convaincre d'y aller. Pareil pour la fin de la post-production, les coproducteurs, 25 000 € sur 2,5 millions de budget, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est ce qui nous a permis de changer plein de choses qui n'allaient pas à ce moment-là. On a eu un problème de musique, il a fallu refaire, voilà, de montage. C'était important d'aller jusque-là. Donc moi, je pleure pas. Et puis on a eu France 3, Canal, Ciné+, on a eu tout le truc dont tout le monde rêve, à des montants qui n'étaient pas énormes, mais on les a eus et c'était déjà une fierté. Et puis c'était impossible de reculer une fois qu'on avait ça. Mais c'était pas des conditions faciles, c'est pas un gros budget. Et surtout, il y avait des choses qui étaient, la grue, Julien, il la voulait, on a réussi à là. Ce que tu dis, pardon, je vais rebondir par rapport à ça, c'est aussi, ces aides, on les a, Canal, France 3, on les a, mais il faut tourner. C'est-à-dire qu'on rentre dans un budget qui était le budget 2013, on était en octobre, on pouvait pas retourner, on pouvait pas décaler le tournage. Oui, il fallait commencer en 2013. Donc, c'est-à-dire que si on décalait en 2014, on perdait les chaînes. Donc il y avait aussi un besoin très clair de trouver des investisseurs privés, là pour le coup. Parce que quand on fait le tour et qu'il n'y a plus rien, en plus de... Enfin, on parle de ces efforts-là, artistiquement, j'ai coupé une dizaine de pages au scénario, mais bon, qui j'espère ne se ressentent pas. Mais on a, on a tous fait des efforts, et encore une fois, on a énormément de chance d'être arrivé à ça. Hein. Moi, j'ai des potes qui ont fait leur premier film, on a eu 7 semaines de tournage, 35 jours, mais j'ai 5 acteurs, on a tourné dans le Nord-Pas-de-Calais, on a eu, on a 6h30 de jour sur 9h, c'était très intense, quoi, très intense comme tournage. Mais on a beaucoup de chance parce qu'on y est arrivé. Voilà. On a répondu à votre question. Mais merci beaucoup. En tout cas, vous avez fait un film qui vous ressemble, ça c'est sûr, hein, quand on vous entend parler. Merci. Je pense que c'est ça. On a des témoignages, mais des acteurs qui vous embrassent, qui sont en République. M'ont dit, tu sais, ce qui est drôle, c'est quand on fait cette tournée là, qui est quand même assez grosse là, on a fait quasiment 50 dates là. Les gens, ils nous parlent, ils font, c'est drôle, les gens, quand ils nous parlent, on dirait que c'est toi qui parles quand tu parlais de ta note d'intention. Et ça me fait plaisir. Je dis, alors on a fait le film qu'on voulait faire. Et il faut faire ça, non? Faire des films qui nous ressemblent. Merci beaucoup. C'est ça la diversité. Bonsoir. Bonsoir. 2 questions qui ont rien à voir l'une avec l'autre. D'abord, à quel moment dans le processus là, que vous décriviez, vous avez eu les acteurs un peu tête d'affiche que sont Pascal Demolon et Zabou Breitman, qui sont aussi des cautions pour faire avancer, j'imagine, ce type de... Je réponds tout de suite. Vous me posez la deuxième. Ouais. Alors. Et non, enfin, ça va aussi avec la première. Il me semble que sur l'affiche, Zabou n'apparaît pas. Oui. Donc, pourquoi se priver de ce luxe? Hein? Parce qu'elle Non, mais moi je souhaitais pas. Alors 2 choses. La première, Zabou et Pascal c'était très tôt. C'était à ce moment où on a réécrit, on est au 2e tour en fait, quand on dit. Je peux raconter Zabou parce que vraiment je l'ai vécu moi. Non, parce que Zabou c'était. On venait non, je raconte une petite histoire. On réfléchissait sur le rôle de Sophia. On était avec le directeur de casting et puis c'était très en amont, c'était peut-être il y a 4 ans et demi.
Oui, oui, attends. Ouais, bah. On met tous les trucs sur un mur, c'est assez génial. Ah oui, 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 on met toutes les comédiennes qui ont entre un 40... au milieu, t'as les nanas et les mecs. Donc Et on voilà. dit, bon, bah, t'as Gilles, Sophia. Voilà, exactement. Et donc, on a vu tout, je pense qu'on a réfléchi à tout le monde. Elle me dit, bon, qui tu veux? J'ai bah, bon, bah, qui tu veux pas? Bon, bah, j'ai commencé à arracher Voilà, un peu beaucoup de exactement. gens. Et il y avait tout le monde, enfin, j'ai arraché tous les Exactement. mecs là-bas. Et Sauf- toutes les nanas, j'ai enlevé quasiment tout. Et il y a une nana qui était pas, c'était Zabou. Sauf Zabou, Une nana, elle m'envoie un texto, elle me fait, mais c'est Zabou. Et je dis, son putain, directeur mais de oui. casting, voilà, Je dis, exactement. mais oui, oui, c'est Zabou. Voilà, exactement. Donc c'est arrivé, on n'y avait pas pensé, et puis bon, bah, on envoie le scénario à l'agent, le truc classique, on la connaît pas. Et puis, nous, on avait déjà fait ça pour les rôles de Gilles, ça met des semaines, on n'a pas de nouvelles, enfin bon. Et 10 jours après, avoir déposé à l'agent, j'ai un texto de mon assistante, je suis dans une banque, qui m'envoie, l'agent de Zabou a appelé, elle est d'accord pour interpréter le rôle de Sophia. Là, je suis devant la banquière, je dis, excusez-moi, il faut que je sorte. Là, j'appelle, je lui dis, c'est belle Angèle, je dis, Angèle, est-ce que tu as bien compris? Parce que ça n'arrive jamais, c'est impossible, t'es sûre que t'as compris? Mais oui, oui, j'ai bien compris, je te promets. Et donc, ils se sont rencontrés, c'était à 4 ans. Et puis, oui, c'était 4 ans, elle a toujours cru au film, à l'histoire, ça je la remercie. Parce qu'effectivement, il a fallu Zabou Bretman pour monter, pour avoir la confiance, j'imagine, de certaines chaînes, co-producteurs en tout cas. Et c'est drôle parce que vous parlez de Pascal Demelon, mais moi je ne connaissais pas Pascal Demelon, je l'avais vu dans Doberman et un peu dans Braco par mon père, qui est à Manosque, qui regarde Braco, qui dit Braco, ah c'est le mec de Braco. Et c'était Corinne Maziro. Corinne, j'ai écrit pour elle, je l'avais rencontrée, elle devait faire mon dernier court-métrage, le court-métrage que j'ai fait avant, et pour un problème de date, j'ai dû reculer, enfin je l'ai perdu. Et j'ai dit, je te jure, je vais écrire un film pour toi. Et pour parler du casting, pour élargir le truc, donc voilà, c'était Corinne, et Pascal est arrivé 2 ans avant, un an et demi, on va dire, avant la mise en production. Mais Pascal, pour moi, c'est un immense acteur qui est très lourd dans la vie, qui est très relou. Que j'adore. Non, mais je dis ça parce que on est là tous les jours au quotidien avec lui et que c'est un vrai personnage qui a beaucoup, qui doute beaucoup, qui est d'une humilité, d'une authenticité absolument folle, qui correspondait au film, à ce que je voulais, au personnage d'Alfred. Et c'est drôle parce que, pour faire une confidence, Pascal, il a toujours dit j'aurais dû faire Gilles, c'était moi Gilles, c'est moi Gilles. Et j'ai dit non, je te jure, c'est toi Alfred. Parce que ton personnage, il est héroïque. Gilles, il est leader. Toi, tu es le héros, tu es celui qui sauve, qui, même de manière emblématique, mais qui prend cette fumigène, ce bâton de fumée pour se rebeller, quoi. Voilà. Et tu verras, c'est bon là. Et on a travaillé ensemble là-dessus. Puis il y a eu Mbarek Belkouk qui est arrivé un peu après. Moi, il faut savoir que je me suis fait planter par la moitié du cinéma français sur ce film, pour être honnête. L'acteur principal pour qui je travaillais, c'est-à-dire que je travaillais avec lui, on a fait des lectures. Premier rôle, cinéma Gilles, me dit, un mois avant le tournage, un mois. Écoute Julien, il faut que j'apprenne à dire non. Il faut que j'arrive à faire des choix, et mon choix, c'est de ne pas faire ce film. Ce mec n'est absolument pas connu. Je vous le jure, c'est vraiment, en termes de notoriété, c'est tout le monde dit, c'est qui? Non, mais c'est un mec, ça fait 2 ans, même avec Lisa, comme Sarah Succo. Sarah Succo, c'était donc c'est la jeune comédienne qui joue Emma. Elle a fait mes courts-métrages, j'ai fait un long-métrage indépendant. Après, pendant la recherche de financement, je travaillais avec elle. Enfin voilà, on tournait le film avec elle et c'était important aussi d'être soutenu par la production, j'allais dire par la distribution, mais vu qu'on n'avait pas, personne n'avait rien à foutre que ce soit Sarah Succo ou Léa Seydoux. C'était Sarah Succo pour moi. Je voulais vraiment qu'elle soit là et on est arrivé ensemble. Et puis voilà, Olivier du coup est arrivé un mois avant le tournage, un peu pas en remplacement parce que je l'ai vraiment choisi, mais voilà, ça a été très dur. Et puis je te parle même pas du rôle de Momo, d'un acteur que je ne nommerai pas, mais qui m'a fait tourner en bourrique, mais avec la production on a refait tout le plan de travail
pour qu'il soit là, on a changé tout. Et j'attends encore qu'il m'appelle. Hein, pour me dire, je ne fais pas ton film. Je te jure. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait que du cinéma, mais ça fait partie des trucs humains. Moi, je ne comprends pas, quoi. Voilà. C'est une série d'embûches, mais il y en a d'autres. Hein. Ce qui est bien, c'est que quand tu as passé 5 ans à faire un film, finalement, tu y arrives, on est là devant vous, et ça, c'est déjà beau, c'est déjà réussi. Voilà. Et ce qui est déjà réussi, c'est d'oublier un peu, enfin là, on y repense, du coup, ça me fait repenser à ce mec. Mais bon, il y a plein d'autres choses positives. J'ai rencontré Mbarek Belkou qui est arrivé, et c'était lui, Momo. Finalement, c'était mieux. Toujours en mal pour un bien. Moi, j'étais assistant réalisateur pendant 10 ans sur les films français, américains, en France et à l'étranger. Et à chaque fois, mon métier, quand même, quand on est assistant, c'était de diriger la figuration, ces acteurs de complément aussi, qui m'ont soutenu pendant le film et après, et encore aujourd'hui, me harcèlent sur Facebook, que j'aime beaucoup. Et puis, la logistique. Donc surtout, dire il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et on en a eu 2 jours avant le tournage, début de tournage, le décor. Ah non, finalement, ça ne m'intéresse plus. C'est-à-dire, on vous paye. Non. Le premier décor du premier jour de tournage. Il y avait 4 décors réunis. C'était 3 jours. Merci. Et ce qu'il faut, c'est que dans ces embûches-là, ce qui est génial, c'est le moment où l'équipe se soude encore plus. L'équipe technique se soude. Plus il y a de soucis, plus l'équipe technique. Quand je dis technique, c'est l'équipe de tournage, comédien, figurant. Tout le monde se soude. Parce qu'on fait tous la même chose. Donc voilà. Donc, mais pour parler de Pascal, moi, je pensais pas du tout à sa notoriété, parce que je savais même pas qui on avait. Vraiment, honnêtement, j'ai vu Alfred. J'ai vu Alfred. Et puis, oui, il m'a suivi, hein, il nous a suivis, encore et encore. Et je souhaite à tout le monde de faire un film avec Corinne Maziero, Pascal Demelon. Je vous le dis vraiment honnêtement, c'est pour moi des merveilles. Et les autres aussi, mais particulièrement les deux. Merci. Ma deuxième question. Il me semble avoir vu un partenariat entre les Restos du Cœur et le film. Je souhaitais que vous en disiez plus, s'il vous plaît. En fait, ouais, c'est l'initiative de monsieur. Mais non, en fait, pour être honnête, on avait envie de... Mais c'est un peu comme la campagne de crowdfunding. C'est-à-dire qu'on avait envie de faire quelque chose de logique par rapport au film. Voilà. On avait envie, moi je suis partie d'une association qui s'appelle MIA, c'est le Mouvement d'intermittents d'aide aux autres. C'est une association qui lutte contre le gaspillage sur les tournages. On récupère les décors, les accessoires et les costumes. Et parfois même, quand on a des maraudeurs, on récupère la bouffe sur les cantines. Et on les distribue soit le lendemain midi, soit ces costumes et ces décors, on en fait une braderie. C'est un peu mon discount alternatif, c'est un peu ce que vous voyez dans le film, parce que j'étais à la place d'Emma, et puis parfois on change. Et en fait, on fait 2 braderies par an, une d'été, une de printemps, une d'hiver. On arrive à faire 15 000 € une journée. 15 000 €, c'est 100 repas par jour, qu'on donne en maraude aux personnes en précarité. Précarité, ça ne veut pas dire SDF, pas que travailleurs pauvres et autres. Et c'était la force qu'on a, nous, intermittents, d'avoir du temps quand on ne travaille pas. Et donc de le disposer sans demander de l'argent à une cause qui nous paraît juste. On n'est pas là pour revendiquer. Moi, j'en suis fier d'être dans cette assoce. C'est une de mes meilleures amies qui l'a fondée. J'en suis très fier du mouvement que ça prend. Et ce qui est génial, c'est que moi, j'ai trouvé du boulot là-dedans. Parce que quand on fait la cuisine le matin de 8h à 11h, eh ben, on est avec d'autres intermittents. Et quand j'étais assistant réel, j'ai poussé les pommes de terre avec un premier assistant, je travaillais avec lui à la suite. Donc je trouvais ça génial. Puis après on est parti en maraude, donc on a trouvé du boulot, on était ensemble et on a fait une bonne action. C'était heureux, et puis on a donné quelques heures de notre temps. C'est sur le 11e, enfin 10e, 11e, 12e arrondissement de Paris. On aimerait l'élargir, mais faute de maraudeurs, ça grandit. Corinne Maziero cette année est la marraine de cette association. Donc le film a procuré ça, c'est déjà chouette. Enfin, en tout cas, notre rencontre. Et puis, donc, à cette époque-là, on travaillait en corrélation avec les restos. C'est-à-dire que, et les restos, la Croix-Rouge, voilà, plein d'autres associations, qui eux travaillent le soir. Et qui travaillent en bande arrêtée, c'est-à-dire venez vous nourrir chez nous.
enfin l'endroit où on est. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur place pour pas qu'on... Enfin voilà, vous savez toute cette histoire-là. Du coup, on était en corrélation avec les restos. Il y a eu une idée qui est venue à la base de notre attaché de presse. Il faudrait peut-être faire un truc avec les restos. Lisa aussi avait un peu approché Madame Colucci, entre autres. Et puis il y a eu une aide, une proposition d'Allociné qui s'est mis en partenaire en disant « Tiens, j'ai une idée. » Et moi je te remercie parce que j'en suis très fier d'avoir participé à ça, parce qu'on m'a pas demandé mon avis, mais je le trouvais déjà très super. C'était de halluciner, lorsqu'il y a une bande-annonce, il y a des pubs avant. Voilà. Mais halluciner YouTube et d'autres. Bien voilà. Et en fait, c'est reverser intégralement l'argent donné par les annonceurs à Allociné à l'association des restos. Plus la bande-annonce est partagée, et plus elle est vue, plus il y a d'annonceurs, donc plus il y a de pubs, donc plus les restos en bénéficient. Et je trouvais ça super. Voilà, et je trouve ça encore super. Et les témoignages qu'on a sont assez beaux là-dessus. Et sur Allociné, on a vu, c'était la première bande-annonce solidaire, mais tout ça a du sens. Je crois qu'on en a besoin, que les restos en a besoin. Alors, on ne sauve pas le monde, hein. Je ne sais pas combien ça représente finalement, pécuniairement, ce que c'est. Mais déjà, c'est une manière de dire que aussi nous, on est solidaires avec eux. Pas qu'avec les restaurants, solidaires tout court. Et puis aussi avec eux. Je sais pas, tu veux en parler aussi, peut-être? Oui, c'est très étrange, d'habitude, je ne réponds pas aux questions dans cette configuration, je les pose. Donc c'est très bizarre. Non, oui, c'est nous, simplement, voilà, on avait envie de... Enfin, on a vu le film, comme je l'ai dit, avant la projection, on a vraiment accroché, on a eu un coup de cœur sur ce film pour ce qu'il raconte et pour ce que ça défend. Et quand on a commencé à réfléchir avec Lisa, avec le distributeur, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, et ça nous semblait assez logique de dire solidaire, il y a peut-être un truc solidaire à faire sur Allociné. Et l'idée est venue assez vite en fait. Voilà. Et puis après, il a suffi juste d'en parler de direction, de dire on pourrait faire ça, ça pourrait être sympa. Et on n'a pas eu de... Enfin, il y a eu tout de suite un oui quasiment. C'est le premier film dont les restos sont partenaires depuis la création. C'est le premier film dont les restos sont partenaires depuis la création. Moi, ce que je vois, c'est même pas que ça, c'est même pas que cette association avec les restos, parce qu'il y a eu énormément de choses des exploitants. Vous savez, il y a le café qu'on achète dans notre petit tabac, enfin café tabac, là, et puis on prend un petit café, on peut payer un autre café pour un mec en précarité qui est à côté. Voilà. Et on a fait pareil avec le cinéma, il y a des exploitants qui ont fait pareil, qui ont dit, vous mettez 1 euro de plus, vous payez votre place 5 euros en province, ça a été fait à côté de Valence, 5 euros, 1 euro de plus, et on fait une projection exclusive pour les gens en précarité, avec des associations gratuites. Le film, il a servi à ça, il a servi aussi à récolter pour les restos et pour d'autres associations devant les salles de cinéma des denrées pour les restos et pour tout le monde, pour les autres. Il y a aussi d'autres associations qui ont porté des fruits et légumes et d'autres produits qui étaient destinés à être jetés et qui l'ont mis à libre service des spectateurs. Ça s'est arrivé à Caen, à Cherbourg. C'était beau de voir ça. Voilà. Parce qu'on ne fait encore une fois que du cinéma. Et que ce système-là, voilà, Wild Bunch a fait les distributeurs qui sont là ont donné la copie, il y avait les sinistrés, il y avait une grande tempête à Uzès, il y a quelques temps, et les mecs se sont retrouvés à la rue en 2 secondes. On a fait un truc un peu chaleureux en disant, voilà, il y a une opération, c'est on donne la copie, une projection gratuite pour les gens qui étaient sinistrés par cette tempête, qui sont là en corrélation avec des assos. Voilà, c'est cool. Moi, si le film sert à ça, je suis très content. Voilà. Donc voilà l'opération Resto. En tout cas. Mais qui commence là et qui continue. Et il m'a dit un truc, il m'a dit ouais, c'est cool parce que normalement il y a 2000 partages, c'est très très bien. Et là, aujourd'hui, vous êtes à 4061 partages, c'est très très bien. Donc j'étais très content. Et on vous invite dans vos papiers sur le film à embêter le player Allociné qui contribuera à cette opération. Ouais. Je vous encourage. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
qui est bien, c'est qu'en fait, les débats comme ça, enfin, tout ce qu'on a fait pendant cette tournée, c'est vraiment pas les questions-réponses habituelles. Je sais pas si vous le sentez, enfin, moi je le sens, parce que, voilà, mais c'est pas des questions. C'est ma première tournée, j'ai jamais fait d'autres, mais ce que j'entends des copains qui ont fait leur film, c'est attends, t'as des questions très techniques. Tu vois, combien de jours. Bon, on en a parlé un peu, mais le débat en fait sort un peu de ça. On parle plus de du autour du film plutôt que de la technicité de ce film-là, quoi. En même temps, je suis embêté de vous poser des questions sur les effets spéciaux du film. Si, parce que le blanc, par exemple, physiquement, C'est pas comme ça. on parlait du physique, ça a été très très lourd. Non, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu d'effets spéciaux. Voilà. Je ne sais pas s'il y en aura sur mes films. Si j'ai la chance d'en faire d'autres, jala.com, voilà, non, franchement, pas mon truc. C'est plutôt les rébellions positives moi, qui m'attirent. Voilà. Vous avez d'autres questions? Une question, un témoignage? Un numéro de téléphone? Non, ben voilà, moi je voulais vous remercier encore une fois d'avoir été là. Et puis on peut se poser des questions aussi sans micro, pour les plus timides. Et voilà, le film sort donc le 21 janvier sur 180 copies. Et puis voilà, je suis déjà très fier de tout ce qui se passe autour du film, pour le film, et au-delà du film, tous les élans solidaires qu'il y a dans la rue pour être mobilisés, parce qu'encore une fois, on ne fait que du cinéma. Ça, c'est beau, la réalité est presque parfois plus dramatique, et en tout cas, moi, je ne retiendrai qu'une chose pour parler de ça, c'est ces élans d'unité, de solidarité, d'union face à des choses beaucoup plus graves. Et ça, c'est ce que naïvement je croyais quand j'ai écrit la première ligne de scénario il y a quelque temps. Voilà. Et je le crois de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et voilà. En tout cas, soyons unis sur cette cause. On est tous Charlie. Merci à vous. Et très bonne soirée.